réunie ce soir parce qu'elle a été appelée au papa en Savoie qui a été hospitalisée. Donc elle a quand même tenu à ce que la réunion ait lieu, notamment dans la version, j'allais dire, plus technique de ce qu'on vous présente. Un peu, il y a toujours cette phase un peu technique et puis après il y a la phase politique. Et donc après, si vraiment il y a des débats politiques, ce que je vous propose, c'est qu'on les reporte lors de notre prochaine réunion qui est dans peu de temps puisqu'elle est en novembre. Mais nous là, on est nombreux pour pouvoir répondre au moins aux questions techniques et puis je vous prie de l'excuser. Donc sur la table, comme d'habitude, vous allez trouver plusieurs types de documents. Les PowerPoint qui vous ont été présentés l'autre fois sur le PLH et les acteurs de la politique de l'habitat, oui c'est vrai, j'oublie. Et puis on vous a remis aussi les plafonds de ressources pour les propriétaires occupants, et de façon un petit peu plus large, même pour les locataires, parce que c'est des éléments dont on va se servir lors de la présentation. Et puis, on vous propose, comme les autres fois, le PowerPoint sur cette forme-là au départ. Comme ça, vous pouvez prendre des notes et poser vos questions à la fin. Enfin, on peut s'arrêter aussi à chaque point, puisque le point sera en plusieurs parties. Un point sur la présentation, le visage, les statistiques par commune, qui sera présenté par Arnaud Le Montagnière. Et moi, la partie que devait faire Marie-Christine, plus sur la partie ce qu'a fait Lorient, agglomération en matière d'habitat privé. Et puis mes collaboratrices qui vous présenteront les parties sur la rénovation thermique, Cathy l'espère. Et puis aussi Virginie qui, elle, mettra l'accent sur l'adaptation au vieillissement. Et en dernier point, on abordera aussi tout ce qui est insalubrité. Et là, on a demandé la participation de la DIL qui se présenteront pour dire pourquoi on leur a demandé de venir. Donc, sans plus attendre, le format, c'est toujours à peu près pareil. On essaye de tenir dans nos 2 heures. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. Merci. Bien, bonjour à tous. On va commencer par une présentation rapide des données de cadrage, un petit peu comme la dernière fois, sur le parc privé. Alors, il y a des choses qu'on va voir, que vous avez déjà vues lors de la séance du mois de juillet. Excusez-nous pour les répétitions, mais ça peut parfois être utile aussi. Le premier point, si la machine veut bien marcher, voilà. Donc le rappel sur le fait qu'on est quand même sur un territoire qui est plutôt un territoire de propriétaires occupants. Il y a 62% de propriétaires occupants sur l'ensemble de l'agglomération. Et cette part de propriétaires occupants dépasse 70% sur 21 communes. Donc un taux assez élevé. Le parc privé, le parc occupé donc par les habitants du Pays de Lorient, est bâti à 68% entre 1946 et 1990. On va retrouver une part importante de logements anciens, donc les logements qui datent d'avant 1948, sur les communes de Groix, de Bubry, de Kistinic et Port-Louis. Alors, la couleur qui est affichée, en fait, c'est la part de logements qui est construit entre 1946 et 1990. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est surtout les communes dont la couleur se distingue un peu du rouge orangé, qui est plutôt une valeur moyenne. Donc, une part importante à Groix, à Bubry, à Kistinic et puis à Port-Louis, où là, on a une part de logement d'avant 46 qui est supérieure à 40% pour 3 d'entre elles et supérieure à 30% pour la commune de Port-Louis. À l'inverse, on a des communes dont le parc est très récent, avec des parts de logements construits après 1990 qui dépassent 30%, à Brandérion, à Gestel, à Calan, donc Gestel, Calan, Pont-Scorff, et puis à Guidel aussi une part assez élevée de logements récents. Donc ce sont les communes qui ont eu la plus forte croissance périurbaine ces dernières années. Ensuite, on a examiné la question de la classification de ces logements au regard des diagnostics énergétiques. Alors,
Le travail a été réalisé par un bureau d'études avec lequel on commence à développer cet outil énergie qui s'appelle Burgeap et qui a développé un outil qui s'appelle Équité qui extrapole à partir de modèles nationaux en fonction de la typologie du parc un petit peu quelles peuvent être les consommations énergétiques dans le bâtiment. Si je peux me permettre, c'est l'équivalent de ce que vous pouvez voir sur les frigos, les lave-linges. La classification A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pas de logement en A, ça, on n'en a pas encore trouvé. Donc on a 60% du parc qui est dans la classe D et E, c'est la classe moyenne. Avec, si on rajoute la classe F, on a à peu près 80% du parc sur ces 3 étiquettes. Les classes E et F sont les classes dominantes dans la très grande majorité des communes. Vous voyez que classe E, c'est ce qui apparaît en vert, classe F en jaune. C'est ce qu'on retrouve le plus sur l'ensemble des communes. Après, sur les communes qui ont un parc collectif important et un parc récent important, on va retrouver des classifications, enfin des classements un peu meilleurs sur le parc ancien. Alors, c'est ce qu'on retrouve sur cette carte-là, où on voit qu'on a une plus forte proportion de logements classés en B et C sur le cœur d'agglomération. On a des valeurs assez moyennes dans tout ce qui est les communes en violet. 3 communes qui ressortent avec une part nettement plus élevée que les autres de logements très mal classés, de logements classés en I. C'est Bubry, Brandérion et Gavre. Alors, ça ne veut pas dire que sur ces 3 communes-là, les logements qui ont un classement, une étiquette I, sont très nombreux. Mais en tout cas, ces communes-là sont caractérisées par une plus forte présence de ces logements mal classés. Voilà. Donc c'est une classification, ça n'est pas un classement. Sur les sources d'énergie utilisées dans l'habitat, vous avez une petite carte avec des ronds proportionnels avec la répartition des différents types de combustibles utilisés dans le logement. Alors, je vous accorde que ce n'est pas forcément facile de lire ces camemberts un par un sur l'ensemble de la carte. C'est l'objet de la classification là aussi, où on voit qu'on a une part importante de communes sur lesquelles la représentation de l'électricité est assez forte, assez élevée. Sur les communes du nord du Pays de Lorient, on a un recours plus important à tout ce qui est chauffage fuel et chauffage au bois. Alors, on a regroupé les deux. Alors, je vous accorde qu'on n'est pas tout à fait sur le même type de classement, mais compte tenu du nombre, des statistiques dont on disposait, on les a regroupées là, en l'occurrence. Ce qui ressort, c'est que sur le cœur d'agglomération, on a une assez forte présence du gaz de ville, une disponibilité du gaz de ville assez fortement utilisée dans le parc ancien. 2 particularités, Lorient, où on a par ailleurs un système de chauffage urbain, et puis la commune de Gavre, où le recours au gaz bouteille est assez élevé. Alors là encore, ce n'est pas le mode dominant, mais c'est ce qui distingue vraiment Gavre des autres communes. La question de l'éligibilité des propriétaires occupants aux aides de l'ANA. Alors ça fera peut-être l'objet d'éléments complémentaires tout à l'heure. On a quand même près d'un ménage sur 2 sur l'agglomération, on est à 48,5%, près d'un ménage sur 2 qui est propriétaire et qui est éligible aux aides de l'ANA. Alors peut-être que vous reviendrez tout à l'heure sur la question justement du financement et de la disponibilité des aides de l'ANA sur le territoire national en général et donc sur le nôtre en particulier, puisque c'est ça qui nous intéresse. Mais voilà, 1 sur 2, c'est quand même assez élevé. Et leur part est supérieure à 55% dans 10 communes. Et 10 communes qui, par ailleurs, sont plutôt avec des parcs anciens. Donc,
encore plus susceptibles peut-être d'avoir des besoins d'intervention, d'amélioration de ce parc de logement. Ensuite, on a une diapo sur la question de la situation de précarité énergétique. Alors la précarité énergétique, vous en avez la définition ici, c'est qu'on considère qu'un foyer va être en situation de précarité dès lors qu'elle dépense plus de 10% de son budget pour payer ses factures énergétiques. Alors, on a pas forcément un nombre, mais une part des ménages en situation de précarité énergétique beaucoup plus forte sur le nord du pays. Il se trouve que sur ces communes, on cumule à la fois le fait qu'on a davantage un parc ancien plus important, des ménages avec des revenus plus modestes et un recours aux combustibles, notamment fuel, plus important également. Donc ça fait des effets cumulés qui augmentent mécaniquement la part des ménages en situation de précarité énergétique sur ces territoires-là. La question ensuite de l'âge des propriétaires occupants, l'intervention justement pour la question de l'adaptation au logement dont Virginie parlera tout à l'heure. Là aussi, on a une part des propriétaires occupants âgés de plus de 65 ans qui est assez élevée sur les communes du nord du pays, mais également sur les communes du cœur d'agglomération autour de la Rade, sur Lorient, sur l'Armor-Plage, Port-Louis et sur Gavre. Le parc potentiellement indigne maintenant. Alors, avec une précaution à prendre quand on emploie le terme de parc privé potentiellement indigne, on est bien sur une estimation de potentiel qui est basée sur l'analyse du classement cadastral des bâtiments. Ce classement cadastral, il vaut ce qu'il vaut. Il n'a pas toujours été remis à jour. Vous pouvez avoir un certain nombre de logements qui ont un très mauvais classement cadastral, qui pour autant ont déjà fait l'objet d'une rénovation et qui peuvent être dans un excellent état. Il n'y a pas forcément un mauvais classement cadastral, c'est pas forcément un logement indigne. Donc c'est pour ça qu'on emploie le terme de parc potentiellement indigne. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce que dit Arnaud, le classement cadastral date des années 70 et n'a pas été revu à ce jour. Ce qui est vu en commission communale des impôts directs, ce sont tous les permis de construire qui sont récents. Donc ce que dit Arnaud, il faut s'en méfier parce qu'un classement qui peut être mauvais dans les années 80 peut être très bon aujourd'hui. Donc il faut relativiser. C'est un croisement. Puis si je peux compléter, c'est un croisement de fichiers. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde l'âge du logement et les ressources des personnes qui y habitent. Et par définition, ils considèrent que des gens qui ont des petits revenus habitent dans des logements qui sont en mauvais état. Mais comme dit Philippe, c'est vrai que ce sont des logements qui ont pu faire l'objet de travaux, qui n'ont pas forcément toujours été d'ailleurs déclarés, il faut dire ce qui est. Et donc du coup, le classement ne remet pas à jour, n'est pas remis à jour. Et je rappelle que les calculs de valeur locative sont réalisés via les permis de construire. Donc s'il n'y a pas de déclaration, s'il n'y a pas de permis, il n'y aura pas revalorisation en fait de la catégorie. Voilà, alors, ce parc potentiellement indigne, le nombre de logements sur lesquels, pour le coup, il est susceptible d'y avoir besoin d'intervention. Il y en a beaucoup en cœur d'agglomération, mais là, c'est lié aussi au fait qu'on a un parc important. Et puis, des volumes qui sont assez importants par rapport au poids global de ces communes-là dans le parc global de logement. Sur le nord du pays. Alors, on a vu tout à l'heure, donc on avait une part de propriétaires occupants aux alentours de 62%. On a une part de locataires dans le parc, dans l'ensemble du parc du Pays de Lorient, qui est de un peu plus de 21%. Ça, c'est des éléments qu'on avait déjà vus lors du mois de juillet. Avec beaucoup de communes sur lesquelles la part de l'offre locative est assez réduite. Vous voyez que là où elle est la plus forte, c'est évidemment sur Lorient, sur Hennebont
et sur la commune de Plouay, où il y a depuis quelques années une offre qui se développe, notamment en maisons individuelles locatives. Mais sinon, sur l'ensemble des communes, le parc locatif privé est assez peu développé. Sur les loyers, Marie-Pierre, tu me compléteras éventuellement, puisque les données qui vous sont présentées là sont issues de l'Observatoire des loyers privés qui est réalisé chaque année par l'ADIL. On a alors ce qu'on appelle le loyer de marché. C'est le loyer calculé lorsqu'il y a une relocation, c'est-à-dire qu'un logement qui change de locataire le propriétaire est en droit de réévaluer son loyer, évidemment. Et ce sont sur ces logements reloués qu'on va calculer ce qu'on appelle le loyer de marché. Le loyer d'ensemble, le niveau de loyer d'ensemble, c'est le niveau de loyer de l'ensemble du parc, à la fois relocation et puis les baux en cours. On voit qu'on est sur que ce soit le loyer d'ensemble ou le loyer de marché, on est aux alentours de 8,7 à 8,8 euros du mètre carré sur l'ensemble de l'agglomération. Alors, il ne faut pas se laisser rester sur cette impression de hausse des loyers, puisqu'on a vu depuis quelques années une part de plus en plus importante de logements qui sont reloués au même prix, voire parfois moins cher que ce qu'il n'était avec le bailleur précédent, avec le locataire précédent. Donc on a un niveau d'ensemble qui certes augmente, mais on a quand même une part assez importante de logements qui sont reloués au même prix, voire un petit peu moins cher parfois. Ce qui a pu faire augmenter l'ensemble des loyers, c'est la mise sur le marché de logements neufs qui, eux, vont être loués en général à des tarifs un petit peu plus élevés. Et vous avez la différence entre le prix de loyer moyen des appartements, où on est aux alentours de 9 euros du mètre carré, et le prix des maisons, où on est à un peu plus de 8 euros du mètre carré, 8,2 euros du mètre carré. Alors, on avait déjà exposé la dernière fois aussi l'évolution des prix de l'immobilier d'occasion, où on a plutôt un marché qui est au ralenti, des appartements dont le prix est à peu près au même niveau que celui qui était le leur en 2007. Les maisons anciennes dont le prix a un petit peu diminué et qui peinent à retrouver leur niveau de prix. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, à chacun d'en juger. C'est un simple constat. C'est un marché qui est majoritairement un marché local, puisque 3/4 des acquéreurs sont des personnes qui vivent sur le territoire du Pays de Lorient. On n'a pas de phénomène massif d'acquéreurs qui viendraient de l'extérieur du Pays de Lorient pour chahuter le marché. C'est un petit peu vrai sur le secteur littoral. Sur l'ensemble de l'agglomération, c'est assez dilué. Ce qu'on constate sur la différence entre les acquéreurs qui viennent de l'extérieur et les acquéreurs qui sont déjà du territoire, c'est que les acquéreurs qui viennent de l'extérieur ont souvent des budgets plus élevés. Donc, alors, c'est à la fois lié au fait qu'ils interviennent sur des marchés où les prix sont un petit peu plus élevés, le marché littoral notamment, et le marché urbain. Voilà. Donc, il y a cette petite différence dans le profil des acquéreurs. Je passe la parole maintenant à Judith. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je vous propose déjà sur cette première partie, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. On peut même revenir en arrière sur certaines cartes si vous le souhaitez. Donc, je vais vous exposer rapidement la politique de Lorient Agglomération en matière de parc privé.
Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que face à ce constat-là, c'est vrai que l'âge du parc, l'âge des propriétaires, l'importance des propriétaires occupants qui rentrent dans les plafonds de ressources de l'ANA, plafonds que vous avez, qui vous ont été distribués. C'est le tableau qui est tout en haut, avec les premières cases. Donc c'est vrai que Lorient Agglomération a inscrit des actions en matière du parc privé dans ses différents documents de planification. Donc, dans les programmes locaux de l'habitat, dès le deuxième PLH, celui de 2004, il y a des actions en matière du parc privé qui ont été inscrites. Et dans le troisième PLH, celui adopté en 2011, effectivement, il y a des actions qui ont été remises, même des actions plus importantes, notamment sur l'accession à la propriété dans l'ancien. On l'évoquera rapidement tout à l'heure. Après, c'est vrai que ces actions-là, bien sûr, on les retrouve dans l'agenda 21 et puis dans le plan climat, puisque l'objectif aussi de ces deux documents, c'est d'aller vers la transition énergétique. Et on sait que l'habitat, c'est un des plus gros consommateurs d'énergie sur le territoire, même au niveau national. C'est avant les transports et bien avant le tertiaire ou l'agriculture. Donc c'est là où on sait que pour réussir la transition énergétique, qu'il faut essayer d'inciter les personnes à faire des travaux. Donc ça, vraiment, c'est les grandes les actions. Et ça s'est décliné par différents programmes d'action, donc des programmes opérationnels. Alors là, c'est les noms barbares qui commencent. Une opération programmée d'amélioration de l'habitat. C'est un dispositif dans lequel on va aider les propriétaires occupants à faire des travaux. Et c'est ce qu'on va vous expliquer après en détail, comment on s'y prend. Donc la première OPA... Au nom de Lorient Agglomération, puisqu'il y a des territoires qui avaient pu mettre des OPA, il y a eu des OPA sur Port-Louis, il y a eu des OPA sur Hennebont, mais là c'est vraiment à l'échelle intercommunale. La première OPA qui a été mise en place, c'est en 2007 et donc elle s'est finie en juin 2012. Et à la suite de cette OPA, il fallait continuer les actions parce que malgré les efforts qui sont engagés, on va voir que c'est un travail quand même de longue haleine et que malgré des bons résultats, vous allez dire oui, c'est des bons résultats, mais au regard de ce qu'il y a à faire, c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc on a enclenché sur ce qu'on appelle un PIG, un programme d'intérêt général, donc de réhabilitation du parc privé. Donc il est lancé là aussi, c'est des dispositifs qui ont généralement une durée de vie de 3 ans et qui peuvent être renouvelés encore 2 ans après. Ça ne veut pas dire qu'après on n'a plus rien, mais on a un autre dispositif et c'est pour ça qu'on est passé de l'OPA au PIG, parce qu'on ne peut pas faire une OPA après une autre OPA. Il faut juste changer le nom, c'est comme ça. Donc la prochaine fois, en 2017 peut-être, on reviendra sans doute à l'OPA, mais c'est à peu près le même système, des aides, une contractualisation avec l'ANA et l'État, et puis un suivi animation qui peut être fait soit par un opérateur extérieur, soit en régie. Et donc on va voir la solution qui a été prise là. Donc toutes ces mesures-là qui sont inscrites, elles sont en cohérence avec les autres politiques qu'il peut y avoir à l'échelle de la région, du Conseil général et de l'État, bien sûr, puisque l'idée, c'est de faire un peu boule de neige et de faire en sorte qu'on arrive à avoir le plus de financement possible sur un territoire pour pouvoir aider les propriétaires à faire des travaux. Donc c'est vrai que le point dur, c'est la rénovation énergétique, mais c'est vrai que les élus communautaires ont voulu aussi qu'on mette l'accent sur tout ce qui était adaptation au vieillissement et lutte contre l'habitat indigne et dégradé. Ça nous semblait aussi important de parler d'énergie que de parler d'adaptation. C'est vrai que sur d'autres territoires nationaux, ils vont à fond, par exemple, sur la rénovation énergétique et un peu moins sur l'adaptation. Enfin, en plus, au niveau de l'ANA, alors on n'a pas dit ce que c'était, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Le A, il a disparu. Avant, c'était d'amélioration de l'habitat. Maintenant, c'est ça. Donc, c'est... comment dire ? C'est pas une association. Voilà. C'est un service satellite, j'allais dire, de l'État qui attribue des subventions prioritairement aux propriétaires occupants et un petit peu aux propriétaires bailleurs. Mais vous verrez que sur notre territoire, la cible pour l'instant des propriétaires bailleurs, faute de crédit, elle n'a pas été développée et surtout par le principe que quand on est propriétaire bailleur, on touche quand même
des loyers. Et donc, si on gère ça, on va dire, en bon père de famille, comme le font les bailleurs sociaux, dans un loyer, il y a la partie loyer, il devrait y avoir une petite partie pour faire des travaux d'amélioration du logement au fil du temps, sinon il risque de se dégrader. Donc, c'est vrai que la priorité pour les élus de Lorient Agglomération, c'est essentiellement les propriétaires occupants, plus quelques dossiers pour les propriétaires bailleurs, mais vraiment à la marge, il faut mieux quand même le dire. Donc, à la suite de ça, c'est bien beau de dire on met tout ça en place. Vous allez dire tout ça, c'est ce qu'on écrit sur le papier et comment ça se décline sur notre territoire. Donc, il y a des outils opérationnels et un budget qui a été mis en place. Donc là, moi, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé depuis 2007. Donc, on va vraiment se focaliser sur ce qui s'est passé depuis 2013, qui est une année importante pour Lorient Agglomération en matière justement de traitement du parc privé ancien. Donc, c'est la mise en place d'un guichet unique, l'espace Info Habitat. Vous en avez entendu parler. Vous avez vu passer une délibération pour certains au dernier conseil de communauté. Donc, c'est un guichet unique qui regroupera à terme ALON, l'Agence locale de l'énergie, l'ADIL, qui est présente avec nous ce soir, et puis le service habitat de Lorient Agglomération, qui est là en grande partie. Donc, pourquoi un guichet unique? L'idée, c'est d'avoir à un seul endroit une personne qui vient pour une question d'habitat. Parfois, elle doit faire un petit peu la tournée. Elle va à la DIL, mais on lui dit non, c'est pas nous, c'est à l'ON. Non, c'est pas à l'ON et tout. Donc l'idée, c'est de se regrouper. Alors, effectivement, physiquement, on sera tous regroupés en janvier 2016. Mais depuis janvier 2013, on a mis en place... on avait déjà des bonnes relations, mais on a encore accru nos relations avec nos collègues d'ALON et de la DIL pour que la personne, si par exemple elle vient à la DIL et que c'est nous qui devons la recevoir, la personne parte avec un rendez-vous directement chez nous. Parce que quand on a un rendez-vous, on s'y rend plus facilement que de dire vous irez les voir, ils sont ouverts de telle heure à telle heure. Si on vous dit vous irez les voir mardi, bien sûr, si ça convient à la personne, à 10h, c'est vrai que c'est plus efficace. Et donc nous, l'inverse, on fait l'inverse. Si les personnes ont besoin d'aller à la DIL ou à l'ON, on prend le téléphone, on téléphone aux agents de ces autres services et on leur donne rendez-vous. Alors pour ce qui nous concerne là, c'est-à-dire la réhabilitation du parc privé, c'est vrai qu'on a fait une répartition et donc ce qui est vraiment lié à la rénovation thermique. On a fait une répartition entre l'EIE, l'espace Info Énergie. C'est des conseillers qui sont mis en place par l'ADEME et la région. Il y en a plusieurs à l'ON. Et puis, entre nous, on s'est réparti un petit peu la tâche quand même, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de propriétaires occupants et beaucoup de propriétaires occupants quand même qui veulent faire des travaux. Donc, nous, au niveau du service habitat, on reçoit toutes les personnes qui sont en dessous des plafonds PSLA. Donc, les plafonds PSLA, je vais mettre mes lunettes, je vois pas bien. Donc vous les avez, c'est les personnes, c'est le petit carré en jaune. Donc par exemple un couple, du moment qu'il a un revenu fiscal de référence inférieur à 31 588 €, on va le recevoir et on va vous expliquer par la suite comment on accompagne cette personne. Si cette personne a des plafonds de ressources supérieurs, on va l'orienter vers ALON. Ce qui est la distinction, c'est les aides de Lorient Agglomération. Jusqu'au PSLA, il y a des aides de Lorient Agglomération, de l'ANA aussi, pour certains des publics. Pour les autres, il n'y a plus d'aide de Lorient Agglomération, mais pour autant, il y a des dispositifs qui existent, comme le crédit d'impôt, l'éco-PTZ. Donc, on s'est répartis. Ces personnes-là, elles sont au-dessus des plafonds de ressources. Elles vont voir le conseiller à l'ON. Donc, voilà un petit peu pourquoi on a voulu mettre en place ce guichet unique. Et ce guichet unique a été reconnu au niveau national comme le guichet unique. Je ne sais pas, vous avez vu, il y a... Prêt social, location, accession, mais tout le monde a eu son petit lexique à la première réunion. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez le reprendre. Le prêt location, accession, c'est un financement pour l'accession, on va dire, à la propriété un peu sociale. C'est un dispositif qui est mis en place par les bailleurs sociaux qui permet à la personne d'être locataire et après de devenir propriétaire.
Le montage est fait dès le départ pour qu'elle soit propriétaire, mais elle a 5 ans pour revoir si effectivement elle veut ou non passer à la phase d'être propriétaire. C'est tout un système qui est très sécurisé parce que la personne, si elle a un accident de parcours, il y a plein de mesures qui sont mises en place par le bailleur social pour le rachat du logement, le relogement de la famille. Donc, mais Philippe a bien fait de poser la question parce que monsieur, il n'a pas eu le lexique. Donc, voilà. Donc, là, je vous décris le propriétaire occupant qui vient nous voir. La personne qui veut accéder à la propriété, là aussi, c'est un lien très étroit. On le verra avec la DIL, parce que la DIL fait des plans de financement, et avec nous pour les aides qu'on met, mais aussi pour leur donner, là aussi, des conseils, notamment pour les personnes qui achètent dans l'ancien. Parce qu'on va voir quand même qu'on a quand même pas mal de personnes qui achètent dans l'ancien, et c'est vrai que certaines achètent un logement qui n'est pas très bien classé, donc il faut pouvoir l'aider à faire des travaux et généralement à imaginer de faire les travaux tout de suite et non pas X années plus tard. Donc ça, c'est un travail qu'on fait en étroite collaboration avec Alloen et la DIL, mais surtout la DIL au niveau du plan de financement. Il ne faut pas laisser croire à une personne qu'elle peut accéder à tout prix à la propriété, et si elle achète un logement très dégradé, quelles vont être les conséquences par derrière, notamment en facture énergétique par derrière. Donc, voilà, mais vous... n'hésitez pas à me couper. Donc là, c'est le dispositif un petit peu global qu'on a mis en place. Et après, on va rentrer un petit peu dans le détail au niveau de la direction Habitat Foncier Patrimoine, du service Habitat. On a pris en régie le suivi animation de ce fameux truc bizarre, là, notre PIG, notre programme d'intérêt général. On l'a pris en régie. Avant notre OPA, on l'avait sous-traité à un organisme que certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est le Pacte. Et là, à partir de 2013, les élus ont souhaité qu'on prenne ce dispositif en régie. Pour plusieurs raisons. C'est que financièrement, ça nous coûte moins cher que quand on passe par un prestataire extérieur, qui a une très bonne identification de qui donne les aides. Si vous interrogez des personnes, avant, ils disaient c'est le Pacte qui m'a donné les aides. Le Pacte ne donne pas d'aide, il oriente la personne sur les aides de l'ANA, il l'oriente agglomération. Donc finalement, l'Orient agglomération n'était jamais repéré comme une instance importante dans la réhabilitation du parc privé. Ce qui est aussi intéressant, c'est la réactivité. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'actuellement, là aussi, vous avez vu passer un bordereau au dernier conseil de communauté. Quand il y a de l'argent qui se réduit et qu'il faut prendre des décisions, c'est vrai que quand nous, on a les dossiers devant nous, il y a une réactivité tout de suite. On peut arrêter quelque chose et mettre autre chose en place. Quand c'est un opérateur, c'est un petit peu plus difficile, surtout si l'opérateur est payé au dossier, parce qu'il peut continuer à monter des dossiers sur lesquels nous, on ne pourra pas assurer des financements. Mais on travaille quand même avec le Pacte, vous verrez, sur des missions bien particulières, notamment l'adaptation sur notre territoire. Donc, on a recruté ou remanié aussi des postes qui existaient aussi en interne. Donc, au total, ça fait 4 agents, mais 3 temps plein. Un thermicien qui n'a pas pu être présent ce soir puisqu'il est en formation. Udo Jaffray, je vous dis son nom parce que si jamais vous rencontrez un particulier qui vous dit « j'ai vu monsieur Jaffray », vous saurez qu'il est de chez nous. Une conseillère en économie sociale et familiale qui est présente ce soir, c'est Virginie Le Texier. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui nous a semblé très important. Quand on rentre comme ça dans des familles, c'est pas tout de leur dire faut faire des travaux. Vous allez notamment pour un public qui est en précarité énergétique. Il y a tout un travail à faire avec la famille pour revoir si au niveau du budget, elle va pouvoir s'engager à faire des travaux, pour pouvoir aussi expliquer tous les aides qui existent, qui sont importantes, mais qui nécessitent souvent quand même d'avancer de l'argent ou de bénéficier de prêts, et on verra de prêts sociaux notamment. Et donc là, c'est vraiment un accompagnement des personnes. Et ça, vraiment, les élus ont tenu à ce qu'il y ait ce volet social qui soit dans cette équipe de suivi animation. Et après, on a 2 personnes qui font l'accueil, ce qui représente un temps plein, puisqu'elles ne font pas de l'accueil que pour
cette opération. Et puis, mais elle était déjà en poste, hein, il y a Cathy qui chapeaute le tout, mais ça, c'est pas une création de poste, elle était déjà sur l'aspect parc privé dans le cadre de la politique générale de Lorient Agglomération. Donc, une équipe, vous allez voir, une équipe qui va à domicile, on va y revenir. Un numéro vert qui a été mis en place, là aussi, hein, si les personnes veulent nous appeler, c'est bien quand c'est gratuit. Donc, on a mis le numéro vert, c'est le numéro vert classique de Lorient Agglomération. Touche 1, les déchets, 2, l'assainissement, enfin, c'est peut-être pas dans cet ordre-là. Et 3, c'est l'habitat. Donc, si les personnes font ce numéro, elles tombent sur nous. On a mis aussi en place une plateforme Internet, hein, vous avez le site, vous pouvez aller voir ce qu'il y a dedans, qui nous permet, nous, de gérer les dossiers, de mettre en relation des particuliers avec des artisans qui se sont inscrits aussi sur cette plateforme. Et puis, ça nous permet aussi de communiquer sur tout ce qui est lié à l'habitat, d'annoncer les événements, les salons qui peuvent avoir lieu sur notre territoire ou d'autres manifestations. Donc cette plateforme-là, elle est intéressante aussi par le particulier, comme je vous disais, avec une mise en relation avec des artisans, parce que certaines personnes ne connaissent pas forcément d'artisans. Donc là, on peut les mettre en relation. Alors ces artisans-là, bien sûr, ils ont signé avec nous une charte d'engagement, hein, à répondre rapidement à ces personnes, à se former, puisqu'il faudrait qu'ils soient RGE maintenant. Hein. RGE, c'est... Soufflez-moi ce que c'est, RGE. Voilà. Retenu. Reconnu. Voilà, donc c'est les personnes, maintenant vous allez voir le crédit d'impôt et puis l'éco-PTZ, il faut que ces artisans soient RGE. Donc pour être RGE, ça veut dire que ces artisans doivent se former. Et puis aussi la diffusion de flyers, hein, donc on vous a remis les 3 vraiment consacrés au parc privé, à la réhabilitation. J'aurais pu aussi mettre le Prime Access, j'y pense là en parlant. Donc un flyer pour les personnes âgées, un flyer sur la rénovation énergétique et un flyer sur le pré-rénov dont on va parler tout de suite. Donc ça, voilà, le staff est en place, les outils sont en place, et c'est vrai que Lorient Agglomération a décidé de mettre en place des subventions propres sur son budget. Hein, là, hein, comme je vous dis, on a essayé de cibler ce qui était lié au parc privé. Hein, on parlera des subventions au logement social, à l'adaptation dans le logement social, quand on fera la séance de travail sur le logement social. Donc on apporte des aides pour la rénovation thermique, l'adaptation, les sorties d'insalubrité et aussi les énergies renouvelables. Donc pour certains, il y a les plafonds de ressources. Comme je vous disais, la plupart des plafonds de ressources, c'est ces fameux plafonds de ressources PSLA, hein, c'est ceux-là qui nous guident. Par contre, sur d'autres aides, il n'y a pas de plafond de ressources. C'est par exemple le cas pour les énergies renouvelables ou pour certaines actions en copropriété. Donc ça touche pas toutes les communes, mais plus particulièrement celles de Lorient, d'Hennebont, de Lanester. Quand les personnes doivent faire en copropriété, on s'aperçoit que souvent, en assemblée générale, il y a une minorité un peu de blocage, hein, ceux qui veulent pas faire de travaux. Donc c'est vrai qu'on a mis en place une subvention un peu pour tout le monde. Bien sûr, elle est différente en fonction des ressources des personnes, mais pour être un petit peu un levier pour inciter la copropriété à faire des travaux. Donc là, les travaux dont on parle, c'est tout ce qui est isolation des combles et des planchers bas. Tout ce qui est lié aux façades, ça c'est plutôt du ressort des communes, hein, et c'est les communes qui mettent en place des subventions pour le ravalement de façade, même si souvent le ravalement de façade, on fait autre chose, hein, on peut reprendre des éléments sur la façade, mais bon là il y a vraiment une distinction. Donc on s'est aperçu que malgré toutes les aides qu'on met en place, il y a certaines personnes, elles peuvent pas avancer l'argent, parce que le problème de ces aides, c'est que la plupart, elles sont versées une fois les travaux finis. Alors avec l'agence l'ANA, on peut avoir un système de préfinancement, mais c'est vraiment à la marge sur quelques dossiers uniquement, hein, parce que c'est une gestion un peu difficile. Et puis ils ont surtout peur que l'argent qui est versé ne serve pas à faire les travaux.
travaux et que ça soit jamais récupéré. Donc, sur notre territoire, on a mis en place 2 prêts. Le prêt Rénov pour la rénovation thermique et le prêt social. Donc, le prêt Rénov, voilà, comme son nom l'indique, ou presque, c'est pour la rénovation thermique. Donc, alors c'est pas Lorient qui prête bien sûr l'argent directement. On a un accord avec le Crédit Agricole. C'est la seule banque qui nous a suivis sur ce dispositif-là, hein. Elles ont bien sûr toutes été interpellées, mais il n'y a que eux qui sont partis dans cette action. Donc, c'est un prêt consenti par le Crédit Agricole, un prêt de 5 à 10 000 euros sur 3 à 10 ans. Donc, pour les personnes propriétaires occupants, toujours sur nos plafonds de ressources, on va jusqu'au PSLA. Pour un logement de plus de 15 ans, mais Cathy reviendra, c'est les critères de l'ANA. Et pour un gain énergétique, Cathy reviendra dessus, de 25% de gain énergétique. Donc, le Crédit Agricole prête l'argent et Lorient paye les intérêts de ce prêt au Crédit Agricole à un taux très avantageux, mais c'est normal, les prêts ne sont pas élevés en ce moment, donc ça permet, voilà. Alors pourquoi ? Vous allez dire pourquoi ces gens-là ne vont pas voir leur banque ? Malheureusement, on a des personnes qui sont en dehors des circuits bancaires traditionnels ou qui ont du mal à emprunter de l'argent parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils sont en CDD, parce que, voilà, c'est RIM et tout. Donc nous, l'idée, c'est bien d'avoir un accord avec le Crédit Agricole pour qu'il regarde ces dossiers de façon attentive. Ça ne veut pas dire non plus que la personne doit aller au Crédit Agricole, hein. Elle peut rester dans sa banque et puis avoir quand même ce prêt-là auprès du Crédit Agricole. Alors ça, c'est, j'allais dire, là, et on en a mis un petit peu plus, j'allais dire, un petit peu plus important pour la... Il est vraiment plus social, hein. Donc là, c'est pour aussi bien la sortie d'insalubrité, l'adaptation des logements au vieillissement et les économies d'énergie. Donc c'est un prêt qui peut aller jusqu'à 40 000 euros. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui sont en dehors de tout réseau bancaire classique, qui n'auraient jamais un prêt, hein. Ou alors après la consommation, mais qui leur coûterait très cher. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place, hein, et là aussi, mes collègues pourront en reparler, pour le bouclage d'un dossier. On le verra notamment en sortie d'insalubrité. S'il n'y avait pas ce prêt-là, les travaux n'auraient jamais été faits. Voilà. Alors, on a mis vraiment rapidement, puisqu'on s'est dit, mince, on parle de l'habitat privé. Nous, on était très focalisés sur la réhabilitation, mais il y a aussi le volet accession dans l'ancien. Et c'est vrai que Lorient Agglomération a mis en place un dispositif pour aider les jeunes primo-accédants à accéder dans le neuf et dans l'ancien. Donc là, je vous ferai un petit zoom sur l'accession dans l'ancien. Et finalement, on va voir que ce prêt qui a été mis en place, le Prime Access, sert essentiellement sur notre territoire à des jeunes ménages qui veulent acheter dans l'ancien. On verra les chiffres tout à l'heure. Donc là, c'est un prêt qui a été mis en place en mai 2012. Là, on a 3 banques qui sont partenaires, le Crédit Agricole, le Crédit Foncier, le Crédit Mutuel de Bretagne. Bon, les autres banques ont été interrogées, mais ça ne les intéressait pas. Et il faut dire aussi que ces 3 établissements bancaires sont les principaux prêteurs en matière de prêts immobiliers. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils étaient plus intéressés à mettre ça. Et là aussi, Lorient Agglomération prend en charge les intérêts. Alors, ce prêt, il se cumule avec le PTZ, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, tout court. Maintenant, il s'appelle PTZ tout court du niveau national. Il peut aussi se cumulé avec des prêts à taux zéro que peuvent mettre en place les communes. Et c'est par exemple le cas de la ville de Lorient pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, qui ont mis aussi, eux, en place le même type de prêt sur leur territoire. Donc c'est vraiment un coup de pouce, hein, à l'accession à la propriété des jeunes. Et le but recherché est aussi de faire un retour des jeunes en centre-bourg, en centre-ville, grâce justement à tous ces dispositifs. Il est important, sachant en plus que l'État avait supprimé, hier encore, par quelques communes, a supprimé son PTZ dans l'ancien. Donc nous, on a vu une chute flagrante du nombre de personnes qui ont acheté dans l'ancien. Et grâce à ce dispositif, si on se compare à d'autres territoires du Morbihan, on a réussi quand même à maintenir l'accession dans l'ancien. Donc, et là, c'est la DIL qui nous accompagne pour ces dossiers, puisque l'idée, c'est pas d'emmener des gens dans le mur. Il faut être sûr que quand elles vont faire cette acquisition-là,
D'autant plus qu'il y a un prêt de la collectivité, elles peuvent s'en sortir, quoi. C'est vrai que si on voit qu'il y a un taux d'endettement très important, la collectivité n'apportera pas d'aide parce que ça ne serait pas leur rendre service de toute façon que de leur faire croire qu'avec ça, elles vont pouvoir bénéficier d'une subvention. Donc, en matière de budget, bon, vous allez dire que c'est un budget assez conséquent, hein, c'est 700 000 € par an. Alors, 200 000 € pour le suivi de l'animation, la communication, les marchés qu'on peut avoir avec le pacte, avec d'autres prestataires, notamment pour notre plateforme. Mais on a plus de monde et... ça nous coûtait déjà ça avec beaucoup moins de personnel et de communication quand c'était le pacte. Donc, c'est quasiment une opération blanche. Je veux dire, on n'a pas amené un budget complémentaire au niveau de l'Orient Agglomération pour ça. Et puis, 500 000 € pour les aides aux particuliers. Donc, toutes les aides que je vous ai déclinées, rénovation énergétique, adaptation des logements, lutte contre l'habitat indigne, énergie renouvelable. Donc, d'un côté, je vais dire, c'est tout ce qui est aide, et de l'autre côté, c'est tout ce qui est suivi, animation, communication qui a été mis en place. Je crois que c'est à toi, Cathy. Voilà. Si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas à poser des questions tout de suite, ou alors vous les réservez pour la fin. Il faut que tu parles dans le micro. Ouais, c'est proche, ouais. Donc moi, je vais vous présenter le volet rénovation thermique. Alors en fait, comme Arnaud l'a expliqué au travers de sa présentation du territoire et Judith par la suite, donc on voit l'intérêt d'accompagner le propriétaire aussi bien au niveau social, technique que financier. Donc sur le volet donc énergétique, un propriétaire qui nous interpellait parce qu'il avait des travaux à faire, c'était souvent un remplacement de chaudière. On essayait de voir avec lui s'il n'y avait pas des travaux, on va dire, d'imaginer son projet d'une manière plus globale, savoir s'il n'y avait peut-être pas autre chose en plus du remplacement de la chaudière. Donc ce qu'on a mis là, donc, pour tout projet de travaux permettant un gain de performance énergétique d'au moins 25%, des aides pouvaient être allouées aussi bien par l'ANA, l'État et l'Orient Agglomération. Donc comment faire en fait avoir ce diagnostic énergétique. Donc la personne qui nous appelait ou qui passait par la plateforme, on lui posait différentes questions sur déjà le type de logement, si son logement avait plus de 15 ans, comment il était chauffé, donc si elle connaissait un petit peu le niveau de ses factures, quels étaient les travaux déjà engagés et quelle était en fait la nature de son projet. En fonction de ces premiers questionnaires, on met en fait en place une visite à domicile. Donc c'est le thermicien de notre équipe qui se rend au domicile de la personne et qui va faire un tour du logement, qui va voir le mode de chauffage utilisé, le type de filtrage, est-ce qu'il y a de l'isolation, est-ce qu'il y a de la ventilation. Il va prendre les mesures, il va prendre les plans de la personne et ensuite, dans les 3 semaines qui suivent, il va lui remettre en fait un diagnostic énergétique. Donc ce diagnostic va donner en fait l'étiquette de la maison et va ensuite proposer au propriétaire différents scénarios de travaux. Donc je parlais de l'exemple de la personne qui venait au départ avec pour projet le seul remplacement de sa chaudière. Peut-être qu'en fait que l'étude va lui indiquer que le remplacement de cette chaudière lui apporterait un gain uniquement que de 18%. Mais par contre, l'étude pouvait lui proposer d'autres scénarios, par exemple compléter l'isolation de ses combles, voire installer une ventilation s'il y avait des problèmes d'humidité, etc. Donc différents scénarios de travaux sont proposés aux propriétaires et derrière on voit s'il y a des financements possibles. Parce qu'on sait très bien en fait que le nerf de la guerre, ça va être aussi l'argent. Donc c'est trouver en fait un équilibre entre le projet, les financements et voir si ça paraît pertinent. Donc quand un scénario permet d'atteindre ce fameux gain, ce seuil de 25% de performance énergétique, on peut déclencher en fait le dossier pour demander des aides. Donc les aides, elles sont accordées par l'ANA. Donc le taux de subvention dépendait en fait, il était de 35 à 50%. Et il était fonction en fait des ressources du propriétaire. L'ANA en fait distingue deux catégories de propriétaires. Donc ce sont les terminologies de l'ANA. Il y a les propriétaires très modestes et les propriétaires modestes que vous retrouvez d'ailleurs dans votre feuillet.
Donc, propriétaire modeste pouvait bénéficier de 35% de subvention et un propriétaire très modeste de 50%. À cela, l'État ajoute, mais on va voir si ça va durer dans le temps, parce qu'en fait, c'est vrai que les conditions d'aide sont évolutives. L'État ajoutait sa fameuse prime Habiter mieux. Vous avez peut-être entendu parler du programme national Habiter mieux. Et ensuite, donc, la participation de Lorient Agglomération, elle varie de 500 à 3 000 euros, pareil, selon le gain énergétique. C'est-à-dire que plus le projet va être vertueux et plus Lorient Agglomération va donner de subventions. Donc, pour avoir droit en fait à ces aides, alors, oui, non, j'ai déjà dit ça. Oui, donc il y avait plusieurs conditions. Donc, bien sûr, les conditions dont je vous ai dit de ressources, les conditions de propriété. Bon, effectivement, il faut être propriétaire de son logement et non pas nu propriétaire. Donc, à chaque fois, on essaie de bien voir, bien poser les questions. Est-ce que c'est bien vous le propriétaire? Le nombre de personnes dans le foyer. Le logement, il suffit qu'il ait plus de 15 ans. Donc, c'est le cas de plein de logements. Voilà. Donc l'enveloppe budgétaire qui a été allouée pour 2014 par l'ANA est d'environ 1,4 million. Et elle sera consommée et bien consommée. La participation de Lorient Agglomération peut décider de moduler les aides de l'ANA. C'est-à-dire que même s'il y a des taux, en fait, le taux national, Lorient Agglomération a une petite marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fonction de la consommation de l'enveloppe, on peut voir qu'il ne nous reste pas suffisamment en fait, d'enveloppe pour terminer l'année. Donc des fois, on est amené en fait, à faire des restrictions. Et malheureusement, c'est le cas parce qu'en fait, on a eu quand même, nos dossiers, on a beaucoup de dossiers à déposer, beaucoup de demandes. Et l'enveloppe de l'ANA n'est pas, je dirais, extensible. Donc on est obligé en fait, d'essayer de gérer les dossiers par priorité. Donc c'est pour ça d'ailleurs ce qui a été mis là. Donc c'est que le plafond de travaux qui était de 20 000 euros hors taxe en début d'année, donc on a dû la baisser à 15 000 euros hors taxe. Toute aide publique confondue, donc on ne peut pas, les aides ne peuvent pas excéder 80% du montant TTC du projet. Donc Judith vous a effectivement déjà expliqué que parallèlement à ces subventions directes, donc il y avait le propriétaire pouvait avoir recours au prêt à taux zéro et aussi au fameux crédit d'impôt développement durable, donc qui est pareil. En fait, on vient d'apprendre dans les semaines passées là, qu'il y avait un nouveau crédit d'impôt qui allait s'appeler, je crois, le crédit d'impôt transition énergétique. On parle maintenant d'un taux de crédit d'impôt de 30% et a priori pour lequel une seule action sera nécessaire. Alors qu'autrefois, donc, il y avait un bouquet de travaux à faire. Donc il faut voir que la personne non seulement peut avoir des subventions, mais sur le reste à charge, elle peut effectivement aussi demander le crédit d'impôt. Donc ça permet quand même, toutes ces aides font... sont quand même très incitatives. Et pour beaucoup de personnes qui, au départ, n'envisageaient que de faire, une petite partie de travaux, le but, c'est de les accompagner pour avoir vraiment un projet de qualité. C'est-à-dire que ne pas voir que la partie soit isolation ou remplacement de la production de chauffage, mais c'est de voir au niveau de l'ensemble de leur logement quel est le projet le plus pertinent. Et quelquefois, en fait, en faisant plus de travaux, par le biais des subventions, ça leur revenait même moins cher, quoi. Donc l'accompagnement, donc là il est repris par ces petites fenêtres. Donc c'est ce que je mettais. Donc la personne donc soit nous interpelle via le numéro vert, ou soit en se déplaçant à une mairie ou un CCAS. Donc suivant effectivement son profil et ses ressources, donc soit on le prend en charge, soit on le dirige vers l'ADIL, si c'est effectivement des questions plus conseiller juridique, ou vers ALON quand c'est des propriétaires aux ressources un petit peu supérieures. Donc, si la personne rentre dans les critères, dans nos plafonds de ressources, donc on organise donc une visite, une visite à domicile pour la réalisation de ce fameux diagnostic énergétique. La personne, des fois, elle-même peut contacter les entreprises, mais effectivement, si elle n'en connaît pas, on peut la mettre en relation sans favoritisme, on peut la mettre en relation avec des entreprises qui sont inscrites sur notre site. Après, une fois que le diagnostic est fait, donc on a un échange soit par téléphone ou soit au bureau avec la personne pour bien revoir un petit peu son projet, quelles sont ses attentes et bien lui expliquer un petit peu le gain possible effectivement et les répercussions au niveau de sa facture. À partir des devis que la personne va faire par des entreprises, on va effectivement mettre des chiffres en fait à la clé.
Et ensuite, effectivement, on passe à la phase, on va dire, plus administrative et financière du montage du dossier. Donc, c'est-à-dire que la personne, en fait, n'aura que nous comme interlocuteurs et c'est nous qui nous chargeons de transmettre le dossier à l'ANA avec tous les... C'est un dossier un petit peu complexe, un petit peu lourd. Donc, les personnes viennent avec leurs papiers, on fait des photocopies, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour l'accompagner de A à Z, quoi. Donc, les aides, on se répète un petit peu. Donc, on va récapituler. Donc, il y a l'aide de l'ANA, l'aide de Lorient Agglomération, le CIDD, donc Crédit d'impôt développement durable, l'éco-PTZ, l'éco-prêt au zéro, le prêt Rénov', la prime. Alors la prime de 1 350 €, c'était aussi une prime de l'État qu'on a vu, qui est apparue cette année. C'était pour le public qui était non éligible aux aides de l'ANA, c'est-à-dire dont les ressources étaient supérieures aux aides de l'ANA, qui pouvaient malgré tout avoir une prime exceptionnelle forfaitaire de 1 350 € avec des conditions à la clé. Et la valorisation des C2E, ce sont les fameux certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas si vous en avez entendu un petit peu parler. Donc Allowen serait peut-être plus en capacité d'expliquer. C'est que tous travaux d'économie d'énergie génèrent des certificats d'économie d'énergie. C'est du virtuel. Ces certificats d'économie d'énergie ont une certaine valeur en euros. Et je ne sais pas si et soit les personnes, effectivement, vous avez dû entendre des fois des publicités du genre Leclerc, vous faites des travaux d'isolation, Leclerc vous offre un chariot de 200 € ou non, ou les éco-primes, choses comme ça. Bon. En gros, donc tous les fournisseurs d'énergie et les supermarchés, par rapport à leur station essence, en fait, sont des obligés au niveau de l'État et doivent en fait prouver, qu'ils aident les personnes à faire des travaux d'économie d'énergie. Donc c'était un petit peu un biais, mais c'est un peu détourné. Donc c'est ça la fameuse valorisation des C2E. Alors, quand le dossier de subvention est monté et transmis à l'ANA, et quand le dossier est agréé lors d'une commission, dont la personne ensuite reçoit le feu vert pour réaliser ses travaux, à l'issue des travaux, donc elle va revenir vers nous avec ses factures, et c'est là en fait qu'on va demander donc, le paiement des subventions. On peut éventuellement donc, faire des visites aussi sur le chantier si la personne veut un contrôle ou voir si tout a été fait dans les normes. Donc là, depuis le début du programme, c'est-à-dire de janvier 2013 à aujourd'hui, donc on a fait 518 visites sur le territoire, donc c'est-à-dire 518 diagnostics. Et sur ces 518 visites, il y a 266 dossiers qui ont été validés en commission. Donc, c'est-à-dire 266 dossiers qui ont eu un accord de l'ANA et donc des foyers qui vont pouvoir donc réaliser leurs travaux et avoir des financements derrière. Donc là, on retrouve donc un petit peu, on va dire le tableau avec les montants totaux. Donc, ces 266 dossiers passés en commission donc, représentent donc en TTC 4,8 millions € de travaux. On voit la part de la subvention ANA, 1,7 million. La prime de l'État, donc 902 000 €. Lorient Agglomération, 252 000. Donc, on voit que sur le montant de travaux, les subventions représentent quand même 59%. Donc je trouve que la moyenne est toujours c'est plus évocateur. Donc en moyenne, les propriétaires, le montant des travaux chez un propriétaire, donc s'élève à 18 000 €. Le gain de performance énergétique qui est exigé à 25%, en fait, finalement, il est largement dépassé parce que le gain moyen est de 34%. Et donc le montant cumulé des subventions est de 59%. Donc pareil, le camembert permet un petit peu de représenter un petit peu la participation des trois financeurs. Et donc sur ces 266 dossiers, donc 20 personnes ont demandé à bénéficier du prêt Rénov'. Donc le prêt Rénov', comme l'avait expliqué Judith, il y a effectivement l'éco-PTZ, mais il se trouve que c'était assez compliqué a priori pour les propriétaires et les banques de le mettre en place. Donc le prêt Rénov' est beaucoup plus simple parce qu'en fait, nous, on dispose déjà de toutes les pièces administratives. Parce qu'on est allé chez les personnes, on a eu leur taxe foncière, leur avis d'imposition, le livret de famille, on a l'étude, etc. Donc on a déjà toutes les pièces pour monter le dossier de prêt. Le profil des demandeurs. Donc on voit que aux 2 tiers, donc nos dossiers sont des
des dossiers de propriétaires occupants très modestes. Donc, il faut quand même rappeler que c'est vraiment la cible de l'ANA. Et donc, le tiers, donc, c'est les propriétaires modestes. La petite différenciation, c'est que les propriétaires modestes, en fait, sont plus des couples avec enfants. Donc, alors là, si je suis la phrase, donc les très modestes sont à 52% des personnes seules ou en couple sans enfants, et avec un âge moyen de 65 ans, et à 48% des ménages avec enfants, avec un âge moyen de 48 ans. Quant aux modestes, ils sont 46% des personnes seules ou en couple sans enfants, et à 54% des ménages avec enfants. Voilà, donc 70% des logements bénéficiant de travaux sont des logements qui datent d'avant 75. Et puis, donc en majorité, c'est des maisons, hein, surtout. Parce que c'est vrai que sur l'appartement, c'est difficile. Ce gain d'énergie de 25% n'est pas évident à atteindre en appartement. Et donc, pour des logements d'à peu près 94 mètres carrés. Et les travaux qu'on retrouve, bien évidemment, ce sont les travaux d'isolation, des combles, le remplacement de chaudière, l'installation de VMC et menuiserie. Donc en fait, là, c'est vraiment l'exemple flagrant. C'est vrai que des fois, pareil, donc, des personnes venaient au départ avec un projet de remplacement de fenêtre. Il faut savoir qu'un remplacement de fenêtre apporte en général, on va dire, entre 7 et 11% de gain d'énergie. Donc ces personnes-là, au départ, si on n'avait pas poussé ou creusé un peu plus loin les autres travaux à mettre en œuvre, c'est des personnes pour lesquelles il n'y aurait eu aucune subvention. C'est-à-dire elles avaient pour 13 000 € de remplacement de fenêtre et elles repartaient, aucune aide. On essaie de voir avec elles si en ajoutant peut-être des travaux d'isolation des combles, voire une VMC, c'est-à-dire en augmentant de, on va dire, allez, j'ai n'importe quoi, 5-6 000 € leur projet de travaux, en fait, hop, ça déclenchait les aides. Donc au final, c'était plus intéressant financièrement pour elles de faire fenêtre, plus VMC, plus isolation. Donc là, c'est tout aussi le travail qu'il y a à faire avec elles, hein, parce qu'on n'est pas des marchands non plus, mais on essaie de voir ce qui est vraiment leur intérêt. Donc là, il y a un petit exemple d'une opération qui a été menée. Donc, on voyait que c'était une maison d'avant 1940 de 88 mètres carrés. Donc, une personne seule avec 2 enfants disposant d'environ 10 052 € de revenus fiscal de référence. Donc, c'est à peu près 930 € par mois. Donc, localisé sur Riantec avec un chauffage au fioul. Donc, les travaux qui ont été le projet a consisté en de l'isolation de la toiture et du plancher bas, le remplacement de la chaudière. On a mis une chaudière fioul à condensation. On a rajouté bien sûr une régulation climatique et le remplacement des menuiseries. Donc au total, le projet représentait à peu près 20 523 €. Le gain énergétique avant, après, donc on est passé d'une étiquette F à une étiquette D, donc de 387 à 216 kWh par mètre carré par an. Donc on était 44%, donc au-delà de 25%, d'où la possibilité de demander des aides. Dont l'aide de l'ANA, donc dans ce cas de figure, propriétaire occupant très modeste, a été de 50%, de plafonné à 20 000, soit non, même moins, je pense à lui être moins. Donc 9 590 €. L'aide de l'État, Habiter mieux, donc c'est un forfait, 3 500 €, et la participation de l'agglomération, 2 250. Donc sur ce projet, la personne a eu, des subventions à près de 70%, avec un petit reste à charge qu'elle pouvait en plus déclarer au titre du crédit d'impôt. Bon, là, c'est à peu près un petit peu la même chose. Hein. Donc là, c'est un projet toujours un petit peu pareil, hein, isolation des combles, chaudière, VMC et régulation. Là, c'est un foyer, par contre, qui était propriétaire occupant modeste. Et donc, son projet permettait un gain énergétique de 48%. Donc, on voit aussi un petit peu le calendrier, par exemple, sur ce projet. Donc, notre thermicien a donc fait sa visite en juin 2013. Le diagnostic a été rendu au propriétaire 15 jours après. Et entre cette date et la commission de juillet, donc en fait, on a eu des échanges avec le propriétaire pour constituer le dossier, rassembler les devis, bien voir avec lui ce qu'il arrêtait, etc. Sachant qu'une personne pour laquelle on va déposer un dossier, un dossier de travaux au niveau de l'ANA, donc elle a 3 ans, elle a 1 an pour démarrer son chantier et 3 ans pour le terminer. Et elle peut changer d'entreprise entre-temps. Donc c'est pareil, c'est pas non plus un engagement. On essaie pareil de rassurer les personnes. Elles ont tout intérêt à déposer un dossier de subvention. Voilà.
Donc maintenant, nous allons voir le volet des travaux pour l'autonomie de la personne dans son habitat. Donc là encore, il existe un ensemble d'aides qui permettent aux propriétaires âgés et handicapés de faire des travaux d'adaptation. Donc nous avons les aides de l'ANA. Donc là aussi, il y a une distinction propriétaire occupants modestes et propriétaires occupants très modestes. Donc concernant les aides de l'ANA, le taux varie de 35 à 50% d'aide sur un plafond de travaux de 20 000 € hors taxe. Concernant les aides de l'Orient agglomération, nous faisons aussi la distinction modeste, très modeste, et donc le taux de subvention va de 10 à 15%. À ces aides s'ajoutent les aides du Conseil général, les caisses de retraite, les aides pour les personnes handicapées au niveau de la maison départementale de l'autonomie. Et là aussi, on peut, pour aider le propriétaire à boucler son financement, l'aider à réaliser son financement avec l'aide du prêt social à taux zéro, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, comment concrètement réaliser un dossier de demande de subvention pour des travaux d'adaptation? Donc, dans un premier temps, on accueille le propriétaire occupant. On vérifie ses conditions d'éligibilité, c'est-à-dire qu'on lui demande, comme pour les dossiers énergie, s'il est bien propriétaire de son logement, les conditions de ressources. On vérifie vraiment toutes les conditions d'éligibilité. Si le propriétaire ne rentre pas dans les plafonds de ressources de l'ANA, nous ne pouvons pas l'accompagner dans le montage d'un dossier de demande de subvention, mais par contre, éventuellement, il pourrait bénéficier de subventions auprès du Conseil général ou de la caisse de retraite. Ce ne sont pas les mêmes plafonds de ressources. Donc voilà. Une deuxième chose très importante lorsqu'on accueille le propriétaire occupant pour des travaux d'adaptation, en fait, pour pouvoir réaliser un dossier de demande de subvention au niveau de l'ANA, il faut un justificatif de perte d'autonomie pour les personnes âgées ou de handicap pour les personnes handicapées. Donc là, on accompagne aussi le propriétaire qui n'a pas de justificatif. Ce sont souvent des personnes âgées qui ont plus de 65 ans. Donc là, on accompagne le propriétaire en l'orientant... on accompagne le propriétaire en l'orientant soit vers sa caisse de retraite, soit vers le CCAS de sa commune pour faire en fait ce qu'on appelle une demande d'APA pour avoir un classement GIR. En fait, aujourd'hui, c'est la seule solution qu'on a pour avoir ce justificatif. L'ANA n'accepte que les classements GIR comme justificatif obligatoire d'autonomie. Donc ensuite, lorsque le dossier est constitué, on passe à la phase diagnostique. C'est-à-dire que là aussi, il y a un rendez-vous, une visite à domicile qui est réalisée par soit un ergothérapeute si la personne est suivie dans une institution, par exemple CARPAP ou AL4 56 ou un centre hospitalier. Ou alors, lorsque la personne n'est pas suivie, en fait, on demande au pacte HD d'intervenir. Donc on en parlait tout à l'heure. On continue à travailler avec le pacte HD uniquement sur le volet de l'autonomie de la personne à domicile. Donc c'est-à-dire que le professionnel, le technicien ou l'ergothérapeute se rend au domicile de la personne pour faire une visite technique, voir avec le propriétaire occupant quels sont les travaux qu'il souhaite effectuer en fonction de ses besoins, mais aussi en fonction des normes en vigueur liées à l'adaptation des logements. Donc il faut savoir que c'est une visite gratuite qui est effectuée à domicile. Donc cette visite permet de produire en fait un rapport argumenté qui est obligatoire pour la constitution du dossier de demande de subvention. Donc suite à cette visite, donc le propriétaire reçoit ce rapport argumenté avec des plans et des préconisations techniques qui vont lui permettre de réaliser ensuite des devis. Donc là aussi, comme pour les dossiers énergie, on peut mettre les propriétaires en relation avec des artisans. C'est vrai que certaines personnes âgées peuvent se retrouver un petit peu perdues dans cette démarche et donc nous l'accompagnons ainsi. Voilà. Ensuite, donc ensuite, lorsque les devis sont réalisés,
on accompagne le propriétaire dans la phase du montage financier. C'est-à-dire qu'on monte le dossier de subvention pour l'ANA, mais aussi on fait le lien avec les caisses de retraite, le conseil général, la maison de l'autonomie. Voilà. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, s'il y a besoin, on accompagne aussi le propriétaire vers le crédit agricole pour boucler son financement. Et puis ensuite, il y a une visite qui est réalisée après travaux pour voir quels sont aussi les travaux conviennent aux propriétaires. Donc, depuis janvier 2013, on peut voir qu'il y a eu 125 visites qui ont été effectuées sur le territoire. Sur ces 125 visites, il y a eu 80 dossiers de validés en commission, donc qui vont permettre ou qui ont déjà permis à des propriétaires de réaliser leurs travaux. Donc, concernant le financement, donc sur ces 80 dossiers, ça représente en montant TTC 792 000 € de travaux. En termes de subvention ANA, ça représente à peu près 320 000 €. Pour Lorient Agglomération, à peu près 90 000 €. Pour le Conseil général, 70 000 €. Concernant les caisses de retraite, 62 000 €. La MDA, la maison de l'autonomie, 30 000 €, ce qui fait un total de subvention de 570 000 €. Et en moyenne par dossier, donc ça représente à peu près 10 000 €, 10 000 € oui, de travaux pour les propriétaires occupants. En moyenne, le taux de financement sur ces dossiers s'élève à 72%, donc ce qui est quand même très intéressant. Donc là, on peut voir aussi que sur le nombre de dossiers, on a accompagné 7 propriétaires vers le montage d'un prêt pour les aider à boucler leur dossier de financement. Donc, le profil des demandeurs, ce sont essentiellement des propriétaires occupants très modestes, souvent donc des femmes veuves vivant seules, âgées de 75 à 80 ans. Donc, les principaux travaux qui sont réalisés, il s'agit de l'adaptation de la salle de bain, l'installation de monte-escalier ou encore la motorisation de volets roulants électriques. Donc, nous avons un exemple de financement qui a été réalisé sur Languidic concernant donc, un couple de retraités qui vivent dans une maison datant de 1970 de 81 mètres carrés. Donc, ils ont un revenu fiscal de référence de 24 300 €, ce qui représente à peu près 2 000 € de ressources par mois. Donc là, on voit que leur projet consistait en l'adaptation de la salle de bain. Donc, le montant total de leurs travaux TTC s'élevait à 7 450 €. On peut voir qu'ils ont eu à peu près 2 500 € de l'ANA, 725 € de Lorient Agglomération, 1 000 € du Conseil général. Donc, le total des aides publiques s'élève à 56% du montant de leurs travaux. Donc, voilà. Alors, je vais vous présenter le volet donc, de lutte contre l'habitat indigne. Ce n'est pas un dispositif spécifique à Lorient Agglomération. Ça fonctionne vraiment à l'échelle du département du Morbihan. Donc, le pôle de lutte contre l'habitat indigne a été créé en 2008 à l'initiative donc, de l'État et du Conseil général. Et il a pour objectif de repérer dans un premier temps les situations de mal logement sur le département et de les traiter donc, en associant les partenaires donc, par la mobilisation des acteurs compétents qui travaillent de près ou de loin sur les questions du logement. Donc, le pôle, c'est une instance d'experts techniques qui se réunit tous les mois et il y a aussi un comité de suivi annuel donc, pour faire un peu le bilan qualitatif et quantitatif. Donc, pour que ça soit plus clair, on va d'abord faire un bref rappel des notions, ce que c'est que l'habitat indigne et le mal logement. Donc, l'habitat indigne, ça recouvre à la fois les logements insalubres, donc qui, eux, portent atteinte à la santé des occupants, et les logements en péril, qui, eux, portent atteinte à la sécurité des occupants. Donc, le mal logement englobe outre l'habitat indigne, les logements indécents, donc qui sont, eux, en infraction
qui sont pas en règle par rapport au décret de 2002 sur la décence des logements, et tout ce qui est infraction au règlement sanitaire départemental. Donc en fait, pour l'habitat indigne, ça relève à la fois des pouvoirs de police spéciale du maire pour tout ce qui est péril et du préfet pour tout ce qui est insalubrité. Donc du coup, toutes les collectivités ont vraiment un rôle à jouer donc dans le traitement de l'habitat indigne sur le Morbihan. Donc au sein du pôle, on a choisi non seulement, même si on parle du pôle de lutte contre l'habitat indigne, de traiter l'habitat indigne, mais vraiment toutes les situations de mal logement dans leur ensemble, donc que ce soit la précarité énergétique, l'indécence, principalement pour les locataires, donc les logements insalubres et le péril, mais aussi tout ce qui est habitat précaire qu'on peut retrouver sur le territoire. Donc là, une carte de l'intercommunalité où on peut voir que finalement, donc aujourd'hui, on a eu 138 repérages sur le territoire de Lorient Agglomération depuis la création du pôle en 2008. Et toutes les communes ont au moins eu un repérage, donc une situation repérée sur leur commune. On voit aussi que c'est quand même les communes centres, donc Lorient, Lanester et Hennebont, où il y a eu le plus de signalements. Donc c'est à la fois parce que ces communes ont quand même des services dédiés à l'habitat et que la question est traitée. Et c'est là où on voit vraiment que l'implication des collectivités locales et particulièrement des mairies est très importante donc dans la lutte contre l'habitat indigne. Alors au niveau des aides pour les sorties d'insalubrité, donc là on parle vraiment des sorties d'insalubrité pour les propriétaires occupants, les mêmes aides que celles qui étaient évoquées pour la rénovation thermique par exemple. Donc dans un premier temps les aides de l'ANA, qui représente 50% pour un plafond de 50 000 € de travaux. Le Conseil général, qui intervient à hauteur de 20% sur le même plafond de travaux. Lorient Agglomération, 20% du montant des travaux pour un plafond de 6 000 €. Donc la prime de l'État, quand on en parlait tout à l'heure, la prime Habiter mieux donc, du FART, qui est forfaitaire, c'est 3 500 € donc en 2014, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'habitat indigne, il y a également des aides complémentaires en fonction de la situation des personnes, donc notamment avec les caisses de retraite, la CAF pour les propriétaires occupants donc, qui sont en train de rembourser un emprunt et donc qui peuvent avoir les aides au logement, et des aides complémentaires également en secteur d'OPA. Et puis donc, le prêt à taux zéro donc, bonifié par Lorient Agglo qui permet de boucler également les projets de financement pour l'habitat indigne. Alors oui, comment ça fonctionne le pôle de lutte contre l'habitat indigne concrètement? En fait, on a des structures partenaires qui renvoient au guichet unique du pôle qui est situé à la DIL des fiches de repérage. En gros, c'est un document qui permet d'apporter des informations de base sur l'état du logement, la situation de la personne. Et donc, les structures signalantes, ce sont à la fois donc, les travailleurs sociaux, que ce soit du département, des CCAS, de la CAF, les mairies directement, la DIL, donc via les conseillers juristes qui reçoivent le public, le pacte HD aussi en tant qu'opérateur, les tutelles, tous les services des tutelles, et aussi ça peut être les associations comme les compagnons bâtisseurs par exemple. Donc en fait, toutes ces fiches sont centralisées au pôle à la DIL, et donc il y a un premier traitement qui se fait, donc c'est-à-dire prise de contact avec soit les locataires ou propriétaires, le travailleur social s'il y en a un, ou le service des tutelles, et ça permet déjà d'avoir un premier ordre d'idée de comment le dossier pourra se dérouler. Donc, suite à ça, il est présenté donc, lors de la commission, le pôle qui se réunit une fois par mois, et donc lors de ce pôle, les membres se décident si un diagnostic sera réalisé dans le logement en question ou non, si ils estiment qu'il manque des éléments, par exemple, ou que la personne ne rentre pas dans les critères. Donc ensuite, suite au diagnostic, il y a plusieurs solutions possibles, suivant principalement le statut d'occupation de la personne. Pour les propriétaires occupants, le schéma classique, entre guillemets, c'est donc la prise en charge par l'opérateur tout le travail administratif et technique, donc de recherche de subventions et de montage du projet en termes de devis,
d'appel d'offres, tout ça. Donc ça se fait en 2 phases, l'étude préopérationnelle et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est principalement le pacte qui s'en charge. Pour les locataires, l'idée c'est aussi de favoriser la sortie d'insalubrité, donc réaliser des travaux dans le logement, sauf qu'on peut pas... La majorité des locataires sont en situation d'indécence du logement, donc on ne peut pas forcer les propriétaires à réaliser des travaux dans un logement qui est seulement indécent. Donc on va essayer de les inciter, donc dans un premier temps en leur envoyant le diagnostic, en leur expliquant que voilà, ils peuvent bénéficier d'aide dans certains cas pour l'amélioration de leur logement. Mais dans certains cas, les procédures amiables ne peuvent pas aboutir et donc des procédures coercitives peuvent être engagées à l'encontre du propriétaire par le locataire. Et donc là, pour les dossiers qui ont été validés sur le territoire de Lorient Agglomération, donc entre janvier et septembre, il y a eu 3 dossiers. Alors il faut savoir que les dossiers d'insalubrité, c'est très long à monter, c'est pour ça que comparé aux autres, il y a un volume moindre. Effectivement, c'est souvent des délais de 2 ans, 2 ans entre le moment où il y a eu un signalement et le moment où les travaux sont livrés. Donc c'est pour ça qu'il y en a eu seulement 3. Oui, ouais, en étant... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour aboutir à un dossier de sortie d'insalubrité, en fait, il y a un ensemble de freins à lever avant d'aboutir à ce dossier. Ça peut être des problèmes de santé, tout ce qui peut bloquer en fait la personne à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a des délais aussi longs. En fait, la personne aussi est dans une démarche personnelle, elle réfléchit, des fois elle peut être dans une phase ascendante, une phase descendante, et en fait ça va être tout le travail va être de la motiver. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que les délais sont longs. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment en partenariat avec les assistantes sociales qui font le relais bien souvent entre donc le ménage concerné, l'opérateur, le pacte qui fait le travail administratif et technique, et donc le pôle qui essaie de chapeauter un peu le tout, quoi. Donc en moyenne, le montant des travaux, toutes taxes comprises, s'élève à presque 57 000 €. Et pour ce montant, il faut savoir qu'il y a en moyenne 76% de subventions, donc c'est quand même très intéressant. Le reste à charge pour la famille est généralement assez faible. Et donc justement, les 3 dossiers là ont bénéficié du prêt social donc de Lorient Agglomération. Alors, si on veut avoir un profil type des personnes en situation d'habitat indigne sur le département du Morbihan, c'est assez difficile, tellement les situations sont diverses et complexes. On a choisi de faire la distinction entre les locataires et les propriétaires, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout le même profil. Les locataires sont dans leur majorité, donc 56% d'entre eux, en situation de logement indécent, et seulement 13% d'entre eux occupent un logement insalubre. Donc ça, c'est vraiment les chiffres depuis la création du pôle, depuis 2008. Et donc ces ménages sont à 1/3 d'entre eux des familles avec enfants, et 23% sont des personnes seules, alors qu'à l'inverse, pour les propriétaires occupants, la donne s'inverse, puisque 60% des personnes, des propriétaires occupants qui sont accompagnés sont des personnes seules, et 89%, donc presque 90%, occupent un logement insalubre pour le coup. Alors là, je vais vous présenter brièvement un exemple de réalisation de travaux à Gestel. Donc il s'agit d'une femme seule de 50 ans qui a environ 700 € de ressources mensuelles. Et donc il y a eu un diagnostic de sa maison qui a été réalisé, parce que je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, mais en fait il y a eu une extension construite dans les années 80 qui était en train de se désolidariser donc de la structure principale. Et donc ça avait la question de la sécurité à traiter absolument. Donc le diagnostic a évalué le coût des travaux. Là c'est le coût des travaux définitifs, donc l'évaluation était un petit peu inférieure. Mais donc ce qu'il a fallu faire, c'était d'abord mettre aux normes le réseau électrique, refaire la toiture et la couverture qui étaient dégradées, remplacer les menuiseries et isoler les murs et le toit. Donc pour ce type de projet, d'opération,
Sur les 81 000 euros environ du total du coût des travaux, le montant des subventions s'est élevé à presque 45 000 euros, dont plus de 20 000 euros d'aide donc de l'ANA au titre de l'insalubrité. La prime du FART, qui est seulement de 1600... Le FART, c'est la prime d'État Habiter Mieux dont on parlait tout à l'heure. Elle s'élevait seulement à 1 600 euros parce que les plafonds ont été augmentés donc, il y a un an. Donc maintenant, on est à 3 500 euros, mais à l'époque, ils accordaient 1 600 euros seulement. Le Conseil général qui a accordé une prime de plus de 9 000 euros. L'Orient Agglomération, 8 000 euros. Procivis, c'était l'ancien partenaire financier. Donc actuellement, on travaille avec le Crédit Agricole. Mais il y a 2-3 ans, c'était Procivis qui accordait des subventions et également des prêts à taux intéressants. La caisse de retraite qui a participé également au projet à hauteur de 3 000 euros. Et donc le prêt 0% de 32 000 euros sur 15 ans, ça fait des mensualités d'environ 200 euros. Mais la dame peut avoir l'allocation logement qui s'élève à presque 140 euros. Donc ça lui fait un reste à charge de 70 euros seulement pour le projet. 70 euros mensuels. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc là, c'est vrai que j'ai été un peu optimiste tout à l'heure en disant 2 ans pour la réalisation totale du projet, parce que donc, dans cet exemple précis, c'est quand même 3 ans et demi. Et c'est exactement ce que disait Virginie, c'est qu'il y a quand même de nombreux blocages qui peuvent intervenir au cours du processus. Donc là, vous voyez des photos avant projet, enfin avant travaux, pardon. Donc toutes les questions d'électricité, de boiserie. L'humidité aussi également dans la cuisine en bas à droite. Et donc une fois que les travaux ont été réalisés, on voit bien que la partie, l'extension qui se désolidarisait a bien été resolidarisée. Et voilà l'exemple de la réhabilitation de la salle de bain. Donc voilà un peu l'exemple de projet qu'on peut faire sur le Morbihan. Alors rapidement, parce que le temps tourne et l'idéal, ça serait quand même d'aller à vos questions et puis surtout aux pistes de travail qu'on pourrait voir ensemble. Donc les énergies renouvelables, c'est un peu anecdotique hein, chez nous. Bon, on met en place des subventions. C'est depuis 2004 hein, qu'il y a cette action qui a été mise en place, sans plafond de ressources. On a certaines communes qui apportent elles aussi leurs subventions, hein, Lorient, Pleumeur, Kévin et Guidel. Il y a pour ces dossiers-là des aides, le crédit d'impôt au développement durable et l'éco-PTZ. On va voir que c'est... Ah mince, j'ai dû remettre plus loin, je suis désolée. Donc, je vais repasser tout de suite. En 1 an et demi, on a eu 31 demandes hein, qui ont été faites, 15 pour les installations bois et 16 pour le solaire thermique, hein, puisqu'on n'aide que le solaire thermique et pas le solaire photovoltaïque. Donc, pour nous, c'est pour l'eau et le chauffage, pas pour produire de l'électricité. Donc 27 installations ont été faites dans l'ancien, c'est pour ça qu'on l'a rattaché à cette présentation, et très peu dans le neuf finalement, alors que finalement on a quand même pas mal de logements neufs qui se font par des particuliers, mais finalement il faut croire, et c'est sûr que le solaire n'est pas encore au goût du jour, même si on demande une énergie renouvelable, hein, c'est encore tout ce qui est... comment ça s'appelle ? Les trucs, les sources, là, comment ça s'appelle c'est même pas ça. Non, excusez-moi. J'ai un trou, excusez-moi. Donc les personnes, c'est soit des personnes seules et des couples avec enfants, il n'y a pas une grande différence, hein, on va dire 50-50. Et sur ces 31 dossiers-là, on n'en a que 5 qui rentrent dans les plafonds de ressources de l'ANA. Donc on voit là qu'on aide, mais c'était un choix politique. Hein. Là, on est dans le cadre de la transition énergétique, tout ce qui est bon pour la planète. Donc il n'y a pas de plafond de ressources qui sont imposés pour les propriétaires occupants. Il faut juste que ça soit leur résidence principale. On n'aide pas les résidences secondaires. Rapidement, l'accession dans l'ancien, parce que ça, par contre, ça a une importance. Donc là, on voit la répartition des dossiers. Alors, bien sûr, on va dire, il n'y en a pas beaucoup en haut, mais c'est tout neuf hein, aussi pour l'application de ces aides-là sur ces communes-là. Donc, au total, on a fait depuis le démarrage, donc ça, le démarrage, c'est un petit peu avant 2013, hein, puisque c'est novembre 2012, on a fait 215 prêts
prêt Prime Access, donc en faveur de primo-accédants jeunes. Donc, et sur ces 215, on en a 174 dans l'ancien. Donc ça montre que c'est vraiment dans l'ancien que ce dispositif marche. Comme je le disais tout à l'heure, ça vient pallier un manque de l'État et aussi le souhait qui était le souhait des élus, c'était aussi de ramener des jeunes dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, et pas, voilà, ça c'est aussi important. Donc ces personnes-là achètent soit des maisons, essentiellement 128 maisons, 46 appartements. Les surfaces habitables des maisons, elles sont quand même correctes puisqu'on a 100 mètres carrés. Maintenant, les maisons qu'on construit en neuf sont un petit peu moins grandes. Et ces acquisitions, elles se font essentiellement en cœur urbain de l'agglomération avec un coût moyen d'opération de 1 768 €, ce qui est bien sûr moins cher que le neuf, puisqu'on peut aller de 2 000 à 3 500, 4 000 € du mètre carré quand, ça dépend de la commune, Philippe, quand on achète dans le neuf. 73% des acquéreurs sont des couples avec enfants. L'âge moyen des acquéreurs, c'est 31 ans. Le revenu moyen, c'est 1 377 €. Les mensualités moyennes de remboursement, c'est 850 €, mais sur ça, ils peuvent bénéficier de la PL ou de l'allocation logement en fonction du prêt principal qu'ils ont fait. Donc, il faut toujours modérer. Là, on dit ça, mais ça ne veut pas dire que chacun débourse ça. Pour certains, et pour la plupart, vu que c'est des jeunes avec enfants, il y a aussi l'allocation qui vient en déduction. Les bénéficiaires du Prime Access habitaient déjà Lorient agglomération, et en grande partie, 75% étaient locataires du parc privé et 16% étaient locataires du parc HLM. Donc là, on voit bien qu'on est dans un dispositif de parcours résidentiel, comment de locataire on devient propriétaire. Mais enfin, comme de toute façon, c'est pour une primo-accession, on ne peut pas avoir été propriétaire. La définition primo-accession au sens État, on va dire, il ne faut pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières années. Donc on peut avoir une personne qui est propriétaire, elle divorce par exemple, 2 ans après, elle est locataire, 2 ans après, elle est reconsidérée comme primo-accédant. Mais c'est important parce qu'on voit aussi quand même qu'on aide aussi pas mal de ménages qui sont recomposés, mais c'est un coup de pouce aussi au redémarrage pour ça. Donc voilà, rapidement brosser le tableau. Alors on a sûrement oublié des choses, on vous a peut-être donné trop d'informations pour ce qui était rénovation thermique, adaptation, mais c'est vrai que c'est les sujets forts de Lorient agglomération. Ce que je voulais mettre en avant, alors je ne me permettrai pas d'appuyer sur tous les points, puisque ça c'est plutôt du rôle de vous élus et puis de Marie-Christine d'appuyer sur ça. On a besoin des communes pour le repérage des familles en difficulté, notamment en précarité énergétique et en insalubrité. Et il faut que dans les mois qui viennent, on travaille beaucoup avec vous et notamment pour ceux qui ont des CCAS pour ça. Parce que c'est vrai qu'on vous allez pouvoir rencontrer, enfin vos services vont pouvoir rencontrer des personnes qui viennent demander une aide et pour lesquelles il faut qu'on puisse intervenir. Alors le problème, c'est que effectivement, dans les personnes qui viennent, vous allez avoir beaucoup aussi de locataires et que malheureusement, et ça vous allez dire c'est le point très faible, on n'a pas trop développé ce qu'on fait en direction des propriétaires parce que malheureusement, au niveau national, il n'existe plus vraiment de politique, sauf si le logement est insalubre. Et avec toujours le petit bémol qu'ont mis les élus de Lorient, c'est de dire aider un propriétaire bailleur qui a laissé se dégrader son logement, puis à un moment c'est jackpot, j'ai 30 000, 40 000 € de subvention pour faire une réhabilitation, ça semble pas tout à fait logique et l'idée ça veut dire que ces 40 000 €, on préfère aider plutôt des propriétaires occupants. Alors quand j'ai dit ça, j'ai rien dit parce qu'à l'intérieur il y a malheureusement un locataire et qu'il faut l'aider. Donc là les pistes c'est plus de travailler au relogement avec lui et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'encontre du propriétaire pour l'inciter à faire des travaux et que ça soit pas que la puissance publique qui intervienne financièrement, que c'est un devoir pour eux aussi de faire des travaux. Mais dans le lot, vous allez avoir des personnes qui vont venir au CCAS qui sont propriétaires occupants. Et là, vous voyez qu'il reste des aides importantes et qu'on peut aider ces personnes-là pour les aider à faire des travaux. Donc moi, je vous propose
notamment avec Virginie, c'est que si vous en êtes d'accord, demandez à vos CCAS de reprendre, qu'on puisse se voir pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ce repérage, pour l'insalubrité bien sûr, mais aussi pour la précarité énergétique. Après, on a besoin de renforcer la communication, et la communication, c'est vrai, on l'a fait au niveau de Lorient Agglomération, on fait des beaux flyers, mais on sait que la communication qui passe le mieux, c'est la communication qui est ciblée et qui est faite dans les bulletins municipaux. Donc, on peut vous proposer bien sûr des articles, hein, des photos, tout ce que vous souhaitez, des reportages sur d'autres personnes qui ont fait des travaux dans la commune pour alimenter le bulletin municipal. On vous propose aussi des opérations de communication ciblées. Si je reviens en arrière, mais voilà. Pour l'instant, par exemple, ça va prendre un petit peu de temps, désolé, mais on s'est aperçu, par exemple, et ça nous a étonnés, c'est que pour l'instant, on n'a quasiment pas de visite sur les nouvelles communes, et voilà, donc pas de visite, pas de dossier par derrière. Donc là, avec vous, on a besoin d'inventer des formes de communication un petit peu différentes. Alors je vais vous donner des pistes à prendre ou à laisser. Par exemple, on sait que certains d'entre vous, surtout à l'approche de Noël, il va y avoir les goûters des anciens. Donc, ou le colis pour les anciens qui est envoyé. Donc nous, on vous propose, et bien sûr en partenariat avec vous, c'est quelle communication on peut faire. Est-ce que dans le colis, on met la petite brochure spécifique sur l'adaptation, ou en relation avec, pour les communes plus grandes, votre service de communication ou quoi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que ça, on s'était aperçu dans le temps, et on le cite toujours, c'est par exemple à Languidic, où on avait beaucoup de dossiers, parce que effectivement, régulièrement, monsieur le maire faisait de la communication quand il y avait un goûter des anciens pour leur dire il y a des aides. Alors c'est sûr, ils en ont pas besoin, mais si on avait fait ça et j'en ai pas amené, voilà, sous forme d'une petite carte postale, et j'allais dire, ils vont la mettre sur je sais pas, leur frigo ou je sais pas quoi. Ils en ont peut-être pas besoin tout de suite, mais les enfants, quand ils vont passer, vont regarder, vont dire c'est quoi, et vont nous interroger. Donc ça, on a vraiment besoin de vous, élus, pour nous dire quel mode de communication vous voulez faire sur votre commune et comment on peut vous accompagner. Parce qu'entre ce que dit monsieur le maire ou ce que dit Judith Fernandez ou Virginie de Texier, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc là, on est à votre disposition. Je vous dis, en sachant qu'on sait que d'octobre à décembre, il va y avoir souvent des actions envers les personnes âgées. Je sais pas s'il y a l'arbre de Noël et tout. Donc on est à votre disposition, sans que ça soit vraiment quelque chose de très... Voilà, ils sont pas venus pour entendre un discours sur la réhabilitation des logements. Mais si on peut passer l'information, ça nous semble très, très utile. Donc je suis bête, il faut que je revienne en avant. Donc ça, c'était vraiment la communication envers. Donc si vous souhaitez, et c'est pour ça que vous avez nos coordonnées de toute façon, qu'on vous prépare un article pour un futur bulletin municipal, vous n'hésitez pas. Bon, après, on peut participer à des manifestations organisées dans les communes, comme les cafés-débats. Par exemple, il y en a déjà plusieurs communes qui l'ont fait. Par exemple, le vendredi prochain, on va au café-débat de Locmiquélic, en lien avec Aloën, on ne monte pas ça tout seul, mais on est là aussi à votre disposition pour monter totalement un café-débat. Les cafés-débats actuellement sont plus ciblés sur tout ce qui est rénovation énergétique ou construction aussi neuve en BBC, mais on est à votre disposition pour organiser ces manifestations ou d'autres manifestations que vous auriez. Il y a une manifestation particulière, vous souhaitez qu'on soit présent, on peut l'être, on peut être là pour présenter des actions. Vraiment, c'est à géométrie variable. Donc après, les autres, ça j'allais dire, c'est ce qu'on peut faire rapidement, qui ne demande pas beaucoup, qui demande un peu d'énergie, mais c'est très facile à mettre en place. Pour votre information, on souhaite mettre, alors même si ça ne concerne pas toutes les communes, en place un observatoire des copropriétés, parce qu'on sait que c'est le gros chantier de la rénovation des copropriétés est devant nous. Alors ça concerne surtout les villes de Lorient, Lanester, Hennebont, mais il y a aussi des copropriétés dans les autres communes, puisqu'une copropriété suffit de 2 propriétaires pour être en copropriété. Donc ça peut être des petites copropriétés. Donc
qu'on souhaite mettre en place avec Aude-Delors un observatoire des copropriétés, et en sachant que c'est même plus qu'un souhait, puisque c'est un élément obligatoire dans les PLH, avec, comme on l'a présenté la dernière fois, toutes les lois qui viennent à chaque fois rajouter quelque chose. Et le dernier ajout qui a été, c'est qu'il faut un observatoire des copropriétés sur notre territoire, pour savoir qui habite ces copropriétés. Il me reste 3 minutes, mais j'aurai fini dans 3 minutes. Donc voilà, ça c'est aussi un chantier qui est important, hein. Après, on a déjà parlé de l'accession à la propriété dans l'ancien grâce à notre prime access, mais on sait, nous, services, qu'il reste encore pas mal à faire, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des propriétaires qui bénéficient pas de subventions, hein, mais qui achètent des logements très peu chers, et après on les retrouve souvent au pôle habitat indigne, parce qu'ils ont imaginé qu'ils allaient pouvoir faire des travaux par eux-mêmes, et puis ils sont dépassés par les événements, ils commencent à casser quelque chose, et puis ils savent plus après par quel bout prendre ça. Donc ça, je vais pas vous dire qu'on a des pistes dans l'immédiat, mais je pense que ça sera un volet fort au niveau du futur PLH, quand on va parler du privé, de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire pour accompagner ces personnes, pour qu'elles ne s'engagent pas, malgré tout ce qui existe déjà. Il y a des personnes qui passent un peu à travers les mailles du filet. Donc comment on resserre encore notre filet, non pas pour réjonter tout, mais pour aider les propriétaires à pas faire un mauvais choix et pas aller dans le mur, si je peux me permettre l'expression, en ayant après des grosses difficultés financières par derrière. Donc voilà. Et puis après, un autre sujet qui sera à traiter aussi, je pense, dans le cadre du futur PLH et qui était moins traité actuellement, c'est, vous en aviez parlé dans certaines communes, la vacance dans le centre-bourg. Là aussi, des actions. Est-ce que c'est du logement social? Est-ce que c'est attirer des jeunes ménages justement par l'accession à la propriété, mais en ayant fait peut-être un minimum de travaux avant? Il y a plein de sujets à voir là, et qu'on aura l'occasion de traiter. Donc aujourd'hui, c'était vraiment très technique, mais c'était vraiment pour que vous voyez quel type de dispositif il y a sur notre territoire à la disposition des habitants, et que je vous dis que vous êtes le meilleur vecteur pour nous ramener des personnes vers nous. Donc, vous n'hésitez pas à nous interpeller, mais c'est déjà le cas quand vous êtes sollicité par notamment des propriétaires occupants qui souhaitent faire des travaux, rénovation énergétique, adaptation au vieillissement, ou qui souhaitent accéder à la propriété. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, on est là pour y répondre. Si elles sont très techniques, si elles sont plus politiques, je vous propose d'en parler la prochaine fois. Mais n'hésitez pas sur les questions techniques à nous interroger. Personne. Bon, c'est bien, merci. Donc, prochaine réunion, c'est en novembre. Je ne sais plus la date, c'est impardonnable de ma part. Le 12 novembre. Donc, c'est sur le foncier. C'est tous les outils pour le foncier, les préemptions, les expropriations, tout ce qu'on peut mettre en place. Mais on ne va pas vous en dire plus pour vous donner envie de revenir nous voir. Merci beaucoup. Alors, la prochaine fois, si tout va bien, c'est à la maison de l'agglomération. Voilà. Merci, bonne soirée.